Il est un petit peu difficile pour un chef d'établissement, effectivement, de gérer dans le même temps que la justice les sanctions qui seront appliquées pour une infraction au règlement intérieur, par exemple, avec une décision prise en conseil de discipline, dans un temps qui se fait dans l'établissement scolaire entre 15 jours et 3 semaines, avec une action en justice qui pourrait être menée en parallèle, dont la décision ne sera connue que, on l'a dit, 6 mois, 1 an, parfois 18 mois plus tard. Le conseil de discipline peut prendre pour une mesure d'exclusion définitive, alors que sur le plan pénal, il peut y avoir une autre décision qui sera prise et pourra se faire par un non-lieu. Et pourtant, l'exclusion définitive prononcée dans ce temps contraint peut ramener dans la communauté éducative une certaine sérénité et permettre à l'auteur présumé des faits de poursuivre sa scolarité ailleurs, dans un autre établissement, sans traîner sa faute, je fais ça entre guillemets, comme un boulet, et avoir réellement une nouvelle chance. Tout cela, bien sûr, sans préjuger de la décision qui sera prise par la justice et qui interviendra dans un autre temps. Alors, quand il arrive dans un établissement scolaire, un élève qui vient d'être exclu par conseil de discipline après des faits délictueux et qui est suivi en parallèle par les services de la justice, il semble indispensable qu'un certain nombre d'informations soient transmises au chef d'établissement et à son équipe, à la fois par l'établissement d'origine, et cela se fait, mais aussi par ce référent justice qui pourrait donner quelques informations sur le suivi judiciaire dans le cadre de ce que j'appelle un secret partagé, comme on a l'habitude de le faire dans les établissements scolaires avec les services sociaux, les services médicaux, dans le cadre de notre travail pédagogique quotidien. Nous avons aussi des référents dans le cadre de la prévention que l'on fait dans les établissements scolaires. Donc c'est facilement transférable effectivement avec ce référent justice qui serait l'interlocuteur privilégié des chefs d'établissement et de leurs équipes. Dans les établissements publics locaux d'enseignement, nous avons aussi mis en place des partenariats dans le cadre des mesures de responsabilisation qui sont inscrites dans nos règlements intérieurs. Ces mesures concernent un nombre limité d'élèves. Leur accord, celui des responsables évidemment lorsqu'il est mineur, particulièrement en collège, est obligatoire pour réaliser leurs sanctions en dehors de l'établissement. Mais par contre, cette mesure de responsabilisation peut aussi être réalisée au sein de l'établissement. Cette mesure est mise en place pour éviter le processus de déscolarisation, tout en permettant à l'élève de témoigner de sa volonté de conduire une réflexion sur la portée de son acte, tant à l'égard de la victime que de la communauté éducative. L'élève va s'engager à réaliser cette sanction pour retrouver une place pleine et entière dans cette communauté éducative, avec dignité et considération. Dans le cadre d'une activité citoyenne, d'une animation socio-éducative ou socio-culturelle, en lien avec l'entraide et la solidarité, la prévention de la santé, ou le rapport à la loi, l'orientation et les métiers. Nous avons d'ailleurs des partenariats avec les maisons de la justice et du droit pour aider à cette mise en place. Il faut que la sanction soit aussi explicitée et comprise pour être mieux acceptée. Cette sanction se déroule en dehors, ces mesures de responsabilisation se déroulent en dehors du temps scolaire, sur une durée de 20 heures maximum. Une convention est signée par les différentes parties et une évaluation est faite et un suivi de l'élève à la fin de cette mesure pour s'assurer de la réussite. S'il faut prendre en charge un mineur délinquant dans un établissement scolaire classique, hors centre éducatif fermé, cela nécessiterait aussi un accompagnement des personnels, une information, pour ne pas dire une formation minimum, pour que cette deuxième chance en soit réellement une et n'avorte pas si toutes les conditions ne sont pas réunies pour ce faire. Il faut des équipes volontaires, un projet d'établissement qui intègre cette prise en charge particulière solide et bien encadrée. Il faut aussi des partenaires qui sauront accompagner les équipes pour affronter, désamorcer, mais sans jamais céder. Ces jeunes devront trouver face à eux des équipes cohérentes et solidaires, des adultes qui marquent de l'autorité, mais aussi de la considération pour les aider à construire leurs projets avec des objectifs réalistes et concrets. La participation et le soutien familial
est aussi à rechercher et à encourager, et c'est là une difficulté, parce que les familles sont souvent défaillantes. Avoir un référent au niveau des services du procureur, c'est une aide évidente et faciliterait le travail partenarial avec les éducateurs judiciaires, qui doit être vraiment institutionnalisé. Le suivi conjoint de ces mineurs délinquants qui seront intégrés et scolarisés dans des établissements classiques est impératif pour aider à leur réinsertion, mais aussi pour rassurer les enseignants, les parents de ces établissements et protéger le reste de la communauté d'éventuels nouveaux actes délictueux ou d'une récidive. Tous les jeunes délinquants ne pourront cependant être scolarisés en milieu ouvert. Les primo-délinquants pourraient, après un rappel à l'ordre, bénéficier de ces tâches d'intérêt général, de ces mesures de responsabilisation. Et les délinquants récidivistes, ceux dont le délit relève de violences graves, alors effectivement, le PLE ne semble pas être adapté à leur rescolarisation. Merci. Alors en effet, je suis commandant de police, mise à disposition à l'Éducation nationale depuis novembre 2009, lors de la création des équipes mobiles de sécurité. Mais je tiens à préciser que le rectorat de Versailles avait déjà une structure travaillant dans le champ de la prévention de la violence en milieu scolaire, puisque c'est une structure appelée le Centre académique d'aide aux écoles et aux établissements, qui a été créé en 2001 à la suite d'un acte de violence grave dans un établissement scolaire. Donc l'équipe mobile de sécurité et le C2A2E sont composés de 44 personnes issues en majeure partie de l'éducation nationale. Nous avons des enseignants du premier degré, du second degré, des conseillers principaux d'éducation, des assistantes sociales, des psychologues scolaires, des conseillères d'orientation et également des anciens policiers qui sont soit en fin de contrat, les adjoints de sécurité ou des gardiens de la paix à la retraite. Et il y a aussi des assistants d'éducation. Ces assistants d'éducation et ces anciens policiers constituent ce que nous appelons, nous, le corps des chargés de prévention. Et nous menons un certain nombre d'actions de sécurisation auprès des établissements. Juste une précision peut-être sur les 3 axes de mission qui sont les nôtres. L'aide aux situations de tension et de crise. Lorsqu'un établissement scolaire connaît une situation de violence, elle peut générer une certaine tension, voire une crise au point d'interrompre la continuité des apprentissages. Et donc nous sommes aux côtés des établissements et des chefs d'établissement pour maintenir la continuité des apprentissages et faire en sorte de faire un retour à un climat scolaire serein. Donc aide aux situations de tension et de crise. Action de prévention également, où nous allons rencontrer des établissements pour aider à une cohérence et des actions pédagogiques et éducatives partagées de tous, puisqu'on peut aussi imaginer que parfois, lorsqu'un établissement dysfonctionne ou manque de cohérence dans certaines équipes, il peut y avoir un seuil ouvert pour quelques passages à l'acte. Stage d'établissement aussi, nous proposons des actions de formation académique sur un certain nombre de situations, de thèmes, le sens de la sanction, l'autorité, le rôle d'un chef d'établissement, la gestion de classe, mais aussi la gestion des intrusions et les gestions de crise au sein des établissements. Tout ceci évidemment en lien avec un volet pédagogique et éducatif. J'ajoute aussi que nos actions de formation et d'accompagnement, si elles étaient en grand nombre auprès des écoles du second degré, sont de plus en plus sollicitées aussi auprès des écoles du premier degré. Nous avons actuellement un certain nombre de situations qui génèrent une rupture dans les écoles de premier degré. Je suis un petit peu confuse. Notamment dans le comportement des adultes qui viennent régler leurs différends familiaux, conjugaux, dans les écoles, dans les classes même, qui entraînent un climat d'insécurité pour les enseignants, mais aussi pour les enfants, s'agissant en effet de régler des comptes parfois autour de leurs propres enfants, mais aussi
faisant peur à tous les enfants qui sont présents dans les établissements. Donc c'est une équipe parfois mise à mal, sujette à un certain nombre de menaces et d'insultes de la part des parents. Et donc nous sommes de plus en plus sollicités pour accompagner les écoles pour endiguer ce genre de situation conflictuelle. Pour en revenir aux situations des écoles et des établissements, elles connaissent des situations diverses et variées, engendrées par des passages à l'acte des mineurs, élèves ou non de l'établissement, au sein de l'établissement ou à l'extérieur. La réponse éducative et la sanction, comme l'a dit Madame Rocher, sont bien évidemment différentes lorsqu'il s'agit d'un non-respect du règlement intérieur ou un acte constituant une infraction pénale, délictuelle ou criminelle. Parallèlement, les écoles et les établissements sont à l'origine d'un grand nombre d'informations préoccupantes et de règlements d'enfants en danger, comme vous l'avez dit tout à l'heure en introduction. Le centre académique est destinataire de tous les faits de remontée de violence qui nous sont signalés au niveau du rectorat de Versailles, qui, je le répète, couvre 4 départements. Il s'agit, Madame la Ministre, de différentes situations de violence. Violence physique, violence avec arme blanche ou arme à feu ou arme par destination, violence en groupe ou par un seul individu, violence cagoulée ou non, violence identifiée ou non, des violences à caractère homophobe, des violences à caractère raciste, sexuel, des menaces, des rackets et toute forme d'incivilité. S'agissant de répondre aux actes commis par des mineurs et contre des mineurs, il est primordial que tous les professionnels puissent agir avec cohérence, efficacité et dans un délai adapté à l'enfant et à l'adolescent. La prise en charge des mineurs victimes ou auteurs est une vraie préoccupation des services académiques. L'absence de réponse peut contribuer à un sentiment d'impunité pour certains, d'injustice pour d'autres. Les victimes sont trop souvent déplacées vers un autre établissement. Les auteurs sont parfois exclus, ce qui renforce un sentiment de double peine. Le retentissement psychologique de certaines violences subies peut contribuer chez les victimes à une rupture scolaire. Les expulsions répétées, sans accompagnement éducatif, partagé entre les professionnels, amènent les jeunes dans le décrochage scolaire. Et c'est aussi une vraie préoccupation de l'éducation nationale de lutter contre le décrochage scolaire qui tend à une certaine marginalisation. Je voudrais juste préciser donc l'intérêt de formation partenariale avec la présence des magistrats. C'est important. Je crois que la politique pénale des mineurs peut être trop méconnue de certains partenaires de l'éducation nationale. La représentation de la justice l'a dit au sein des établissements. Nul n'est censé ignorer la loi, mais la loi n'est pas enseignée aux élèves, notamment de lycée. Il me semble primordial de pouvoir réfléchir à une structure également pluridisciplinaire qui pourrait parfois expliciter un peu mieux aux élèves auteurs des actes de violence les sanctions qui sont prises par la justice. J'appartiens donc à la section mineure du parquet de Pontoise et c'est vrai que dans le cadre du traitement en temps réel, de la permanence du parquet, une des décisions les plus fréquentes à prendre est celle de savoir si oui ou non le cas qui est soumis mérite ou non un déferment. Alors le déferment c'est quand même un outil qui est paradoxal puisque en matière de mineurs on a la nécessité de garder en tête le point de vue éducatif et on a de plus la nécessité pour la plupart des décisions à prendre ensuite de fournir au juge un dossier de personnalité, ce qui suppose là aussi un temps d'observation du mineur. Alors il y a un domaine, j'allais dire, naturel d'application pour le déferment, dans toutes les hypothèses où les mineurs sont multiréitérants, multirécidivistes, donc connus, et pour les infractions les plus graves, mais il y a aussi un domaine d'application qui relève véritablement d'une politique pénale au parquet de Pontoise, pour des mineurs qui peuvent n'être pas connus, pour lequel le caractère, j'allais dire, instantané et coercitif du déferment, de la présentation devant le procureur, a un intérêt, justement, en raison de cette rapidité, cette solennité de la première réponse à certains faits. Alors, sur le premier domaine, qui est celui dit naturel, il est évident que le déferment s'impose à l'issue de la garde à vue toutes les fois où le parquet considère que la seule réponse possible est une présentation immédiate ou une comparution à délai rapproché qui sont prévus par les articles 8.2 et 14.2 de l'ordonnance de 45. Alors pour le Val d'Oise, on a une délinquance des mineurs qui est importante
Et ça concerne de façon prioritaire tout ce qui peut être atteinte au bien avec violence, avec un point particulier d'attention pour ce qui est dans les transports en commun et dans les établissements éducatifs, tant ceux de l'éducation nationale que ceux qui sont gérés par la PJJ. C'est le cas aussi pour toutes les implications actives de mineurs dans des trafics de stupéfiants, vu qu'en raison de la légende persistante suivant laquelle les mineurs ne courraient pas de risque, il est très souvent fait appel à eux pour tout ce qui est visible dans le trafic de stupéfiants, c'est-à-dire les rôles de guetteurs, de rabatteurs, les petits transports entre caves, halls et voitures. Et puis aussi ce qui est affrontement entre bandes, comme on peut en connaître dans le Val d'Oise, en précisant qu'il s'agit plus de rivalité entre quartiers, il ne s'agit pas de bandes comme les gangs à l'américaine, c'est beaucoup plus les guerres que se mènent certains quartiers. Pour certains, ils sont d'ailleurs incapables de vous expliquer pour quel motif cette guerre existe, et ils reproduisent de génération en génération ce type d'affrontement. La plupart du temps, ces bandes sont constituées de jeunes, il n'y a pas que des mineurs, mais ce sont essentiellement des mineurs. Le problème étant que très souvent, ils sont des rendez-vous pour des affrontements vus comme des bagarres qui les occupent alors qu'ils sont armés de bâtons, de barres de fer, de gazeuses lacrymogènes, parfois d'armes à feu, parfois des couteaux sortent et on a pu aller jusqu'à des ouvertures d'informations pour des dossiers de meurtre dans ce domaine. Il y a en plus souvent un deuxième temps quand ces affrontements existent, qui est un affrontement avec les forces de l'ordre, lesquelles interviennent à partir du moment où les faits leur sont signalés. Alors pour tous ces faits, le déferment est naturel, puisque la procédure qui suit doit bien sûr régler le plus vite possible le problème, et ça cumule en fait les deux critères. Ce sont des infractions qui sont des infractions graves. Le plus souvent, elles concernent des mineurs qui sont déjà connus et pour lesquels la commission de ce type d'infraction se produit à répétition. Donc là-dessus, évidemment, la politique de déferment, elle est systématique, elle ne pose pas de difficulté de compréhension dans sa mise en œuvre. Alors pour le deuxième point, qui est le point de vue des déferments qui ne s'imposent pas parce que le mineur n'est pas connu, il s'agit en général de mineurs dont on a pu constater, pour les éléments qui nous sont fournis rapidement, qu'il n'y avait pas de cadre familial ou social, et du coup, il y a un fort risque qu'une absence de réponse immédiate soit interprétée comme là, une permission de continuer, de recommencer, une impunité possible. Dans ces conditions-là, c'est tout l'intérêt d'une procédure de déferment, justement parce qu'elle est rapide et parce que le mineur rencontre tout de suite un service éducatif et un juge des enfants. C'est une solennité qui lui montre qu'il y a une réponse forcément pour tous les actes et que on va pouvoir lui expliquer aussi dans ce cadre les risques qu'il encourt pour la suite si jamais il persistait. On n'est pas naïf au point de penser que ça a une influence à tous les coups, mais c'est quand même, ça a une valeur importante. Et puis un autre point sur lequel on a, au parquet de Pontoise, essayé de systématiser les déferments, c'est toutes les fois où des faits sont commis, même si le mineur n'est pas connu, mais quand il est très proche de sa majorité. Parce qu'il y a évidemment un souhait que les faits qui ont été commis du temps de la minorité soient aussi traités et jugés au temps de la minorité, dans la mesure où, de toute façon, la plupart des mesures, l'arsenal des mesures et sanctions éducatives n'est pas possible à partir du moment où il est devenu majeur. Et de surcroît, ça n'a pas grand sens non plus de demander à un tribunal de gérer avec un temps très éloigné de l'infraction le cas d'une personne qui, entre-temps, devenue majeure, a été jugée suivant des procédures rapides, éventuellement par un tribunal correctionnel. Pour qu'il y ait une forte valeur pédagogique ou traitement rapide dans ces hypothèses-là, et c'est la raison pour laquelle le déferment peut être choisi alors qu'il ne s'agit pas de mineurs connus. Alors, il y a un point d'ailleurs d'attention à ce sujet, c'est qu'à partir du moment où on défère un mineur, bien qu'il ne soit pas connu, bien qu'on n'ait pas de dossier de personnalité, il est possible de, malgré tout, décider une comparution à délai rapproché, en tout cas de la demander de la part du parquet. D'abord parce qu'on peut, grâce au recueil de renseignements socio-éducatifs que prépare l'unité éducative auprès du tribunal en cas de déferment, on peut avoir la chance d'avoir des éléments suffisamment complets sur la vie de ce mineur, son cadre familial, sa scolarité, pour qu'on pense que le juge des enfants, le tribunal, ait les éléments pour se renseigner. Et puis parce qu'on peut demander aussi qu'avant de faire droit à la demande d'une comparution à délai rapproché, le juge des enfants demande, prononce et décide d'une mesure judiciaire d'investigation éducative dans un cadre pénal, avec un délai qui est un délai d'aboutissement avant le temps de l'audience, ce qui permet du coup au tribunal, même pour un mineur qui n'était pas connu ou pas très connu avant, d'avoir à la fois un dossier de personnalité et un temps de jugement bref pour ce type de mineur.
Sur la justice des mineurs, alors oui, c'est une priorité du président de la République et ça peut être une priorité de la société en fait. Dans notre cas, ce sont les jeunes qui soit sont en situation de fragilité, soit en danger, soit délinquants. La loi de 2007 a recentré effectivement l'action du ministère de la Justice sur la jeunesse délinquante, donc sur le pénal, mais un jeune délinquant, notamment les primo-délinquants, sont souvent aussi des jeunes en danger. Donc il n'y a pas une séparation de personnalité, il y a une personne entière qui se trouve dans des situations où elle agit contre les règles de la société, mais en même temps, parfois elle réagit. Donc il nous faut être en mesure de prendre en considération l'intégralité de sa personne et de sa personnalité, ce que nous essayons de faire en travaillant de plus en plus avec l'Association des départements de France, puisque la jeunesse en danger est une compétence qui relève des conseils généraux, alors que nous sommes censés ne traiter que l'aspect pénal de cette jeunesse, mais c'est une même jeunesse, et donc nous multiplions le travail avec les différents conseils généraux, coordonnés par l'association, l'Assemblée des départements de France. C'est une vraie priorité. Nous traduisons ce choix prioritaire en actes, en orientation, et je me suis rendu compte en écoutant qu'il nous faut mieux organiser sans doute la circulation d'informations. Madame la directrice de la PJJ, monsieur le directeur régional, mieux organiser la circulation d'informations, notamment justement à destination des juges des enfants. Parce que les questions que vous avez posées, monsieur le vice-président, sont des questions dont les réponses sont déjà là. Sur le secteur associatif habilité, nous le traitons correctement et il accueille les enfants délinquants. D'ailleurs, le secteur, le SAH doit gérer pour le maximum d'une certaine façon d'accueil des enfants hors incarcération. Il gère 2/3 pratiquement, la CEF, c'est 2/3 gérés par le SAH. Le SAH est utile parce que il gère aussi d'autres établissements. Nous avons fait un effort l'année dernière parce que nous avons trouvé des créances lourdes qui fragilisaient le tissu associatif. J'ai tenu dès 2012 à faire un effort de gestion. En 2013, un effort particulier qui nous a permis de résorber pratiquement 40% des créances, ce qui nous a mis dans un délai de paiement d'un mois maintenant, d'un délai d'un mois. Donc ça a renforcé un peu les associations qui assurent ces missions d'intérêt public et qui étaient financièrement fragilisées. Il y avait une coupe de crédit d'ailleurs de 22 millions d'euros et ces associations étaient étranglées. Donc ce sont des partenaires essentiels. Nous tenons à continuer à travailler avec le secteur associatif habilité. Sur les familles d'accueil, alors nous avons augmenté le nombre de familles d'accueil, nous l'avons augmenté de 20% et nous avons légèrement augmenté la dotation journalière. Elle est passée de 30 à 36 euros. Ça reste modeste, mais c'était un geste parce que nous savons l'importance du travail effectué par ces familles d'accueil auprès de ces jeunes qui sont un peu à la limite et qu'il est possible de rattraper, que ces familles en fait souvent rattrapent admirablement. Donc nous avons augmenté leur nombre de 20%. Alors je pense que la répartition sur le territoire est peut-être plutôt satisfaisante, non? Elle est encore déséquilibrée? Il y a des régions où il est plus facile de recruter des familles d'accueil que d'autres. On développe des placements diversifiés, c'est-à-dire une même institution qui va proposer des solutions qui sont soit famille d'accueil, soit jeunes travailleurs, soit studio collectif, soit c'est dans cette direction que nous allons pour avoir plus de souplesse. Oui, merci Madame la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse. Et ce que vient de dire Madame la directrice, c'est très très important. Nous travaillons à la diversification, puisque c'est une des préoccupations, et c'est normal que les juges des enfants puissent disposer d'une palette de solutions, parce que chaque jeune, vous avez insisté sur l'individualisation, nous aussi, nous y croyons profondément. Pour les adultes, en général, c'est l'esprit du projet de loi de prévention de la récidive et d'individualisation de la peine. Et nous y croyons plus encore pour les jeunes, pour les mineurs, parce qu'ils sont en train de constituer leur personnalité, ils sont eux-mêmes en devenir, ils sont encore un peu malléables, même ceux qui jouent au caïd parfois,
voilà, c'est de la jeune matière, ce sont encore de jeunes pousses. Je ne sous-estime pas le fait que certains d'entre eux, une extrême minorité, heureusement, même si heureusement aussi ça reste très choquant lorsque la société en a connaissance, mais ça reste une extrême minorité, même s'il y en a qui se rendent coupables d'actes très violents, il demeure que les jeunes, même ceux qui jouent au caïd, sont des jeunes qu'il est possible de ramener sur le droit chemin. En tout cas, nous avons tout à faire pour les ramener dans le droit chemin, parce que c'est l'intérêt de la société, c'est l'avenir de la société, c'est le lendemain de la société. Donc nous avons à faire l'effort de rattraper ces jeunes. Nous ne pouvons pas nous accommoder de l'idée que des jeunes délinquants seraient délinquants toute leur vie. Nous ne pouvons pas dire à la société tranquillement que nous ne faisons pas tout pour rattraper des jeunes, c'est-à-dire qu'ils peuvent être délinquants et devenir criminels sur les 40-50 années qui viennent. C'est inadmissible, je veux dire qu'on n'a pas le droit de dire ça à une société. Donc ça veut dire qu'en corollaire, nous devons faire tout ce qui est possible pour rattraper ces jeunes. Et effectivement, l'individualisation est le secret de tout. L'individualisation lorsqu'ils sont en face de vous et que vous devez apprécier ce qu'ils ont fait, la gravité de l'acte qu'ils ont commis, la conscience qu'ils ont de cet acte, leur rapport à la victime, leur compréhension des règles et de l'importance de respecter ces règles, la conscience qu'ils peuvent avoir qu'ils se manquent de respect à eux-mêmes lorsqu'ils se comportent de cette façon, donc retrouver le respect d'eux-mêmes, retrouver l'estime de soi, mais surtout respecter la société, respecter la victime, respecter les règles et les lois. Donc vraiment, on est complètement dans l'individualisation, dans la relation directe, et il faut que vous ayez à votre disposition toute la diversité des solutions possibles pour que vous fassiez le meilleur choix de réponse qui correspond à ces jeunes. Tout en sachant qu'il faut qu'on le dise quand même le plus souvent, notamment pour ceux qui ne sont pas familiers, pour qui ces questions de mineurs ne sont pas familières, c'est que les mineurs pris en charge, enfin la très grande majorité des mineurs pris en charge sont des mineurs pris en charge en milieu ouvert. Et que ce suivi en milieu ouvert est efficace, puisqu'on voit bien que le taux de récidive, de réitération, de récidive est plus bas. On sait que le taux de réitération est élevé dans les temps qui suivent le premier acte. C'est pour ça que dès l'année dernière, j'ai choisi de faire une année jeunesse. Donc cette année 2013 a été vraiment une année jeunesse, et que j'ai consacré une part importante de notre capacité de création d'emplois à créer des emplois d'éducateurs, de psychologues, parce qu'il faut effectivement que la prise en charge soit la plus rapide possible. Et vous aviez raison, Madame la vice-procureure, lorsque vous disiez qu'il faut qu'ils comprennent qu'il y a une réponse rapide, une réponse immédiate, si possible et si nécessaire. Vous avez dû voir que quand même, nous avons dès l'année dernière mis un terme à la fermeture de ce qu'on appelle les foyers classiques, parce qu'en fait, ces dernières années, il y a eu ouverture de centres éducatifs fermés, mais c'était au détriment de foyers classiques. C'est-à-dire qu'on a fait croire qu'on ouvrait des centres éducatifs fermés, on en ouvrait effectivement, mais en fait, on transformait des foyers classiques, alors que les foyers classiques sont nécessaires. Les différentes formules d'hébergement sont nécessaires. Et nous inscrivons le CEF aujourd'hui dans un parcours, non pas comme une réponse en soi, mais dans un parcours, pour une raison à la fois de rationalité et d'efficacité. De rationalité parce que, par exemple, les délais prévus dans un CEF, c'est 2 fois 6 mois, mais la moyenne, puisque vous savez que j'ai diligenté 2 études et que nous en avons le rapport dont j'ai décidé la diffusion, la moyenne de présence dans un CEF est de 2 fois 4 mois, Madame la directrice, ou votre 2 fois 4 mois en secteur habilitatif associatif. Parce que si le jeune ne va pas au bout de la session de 6 mois, elle s'interrompt. C'est des sessions de 6 mois qui souvent durent 6 mois. C'est normalement 2 fois 6 mois, la loi. La loi, c'est 2 fois 6 mois, voilà. Et la moyenne, c'est un peu moins. Un peu moins, parce qu'il y en a qui partent vite, mais la majorité va faire son... Alors que vous, il arrive que vous prononciez des mesures plus longues. D'où la nécessité, pour être rationnel, d'inscrire le CEF dans un parcours. Le CEF peut être un temps, ça peut être un moment où il est nécessaire que le jeune soit pris en charge dans un cadre plus contenant et qu'un peu avant ou un peu après, il puisse être dans un autre environnement. Donc nous ne faisons pas une espèce de vénération
du CEF comme ça a été le cas pendant quelques années. Le CEF est une réponse qui a trouvé sa place, qui est adaptée à certaines situations, à certains jeunes et à certains moments, mais le CEF doit s'inscrire dans un parcours de prise en charge, et lorsque votre décision de justice est plus longue que la durée prévue ou la durée souhaitable de séjour en CEF, il faut qu'on puisse aligner les différentes réponses, et c'est pour ça que la directrice de la PJJ travaille justement, et je crois que ça pourra être mis à disposition très vite puisque je sais que c'est fait, travaille déjà à la présentation pour que vous, juge des enfants, vous ayez à votre disposition toutes ces informations, donc sur tout le spectre de réponses mises à votre disposition, mais également dans votre ressort sur ce qui peut être disponible. Alors, j'ai entendu votre demande et vos observations, notamment sur les capacités de réponse en cas de demande de placement d'urgence. Nous y travaillons. Nous travaillons aussi à un SAS que nous pourrions essayer d'instaurer, d'établir presque systématiquement, c'est-à-dire la possibilité d'un temps intermédiaire, notamment dans les lieux de placement qui sont plus sévères et plus rigoureux que le maintien en famille ou le placement en famille d'accueil. Donc ce sont des choses... Voilà, je crois que ce sont vraiment des informations qu'il faut vous apporter. Vous m'interrogez sur le texte de loi, donc j'ai expliqué, il est déjà à l'écriture. J'ai déjà procédé à des arbitrages au mois de juillet. Nous allons élargir la concertation. Alors sur un texte comme ça, nous recevons l'association des magistrats de la famille. Nous recevons aussi, la consultation évidemment concerne les organisations syndicales, elle concerne aussi les avocats, les fédérations associatives, oui, tous les représentants habituels. Tous les représentants habituels que vous... Donc cette large concertation, nous l'ouvrons fin novembre, début décembre. Sur l'ordonnance de 45, vous avez raison, il faut le message de la spécialisation de la justice des mineurs important. Vous avez évoqué, mais dans la même phrase, le code de l'enfant. Alors, c'est une autre opération. Nous procédons à la simplification et à une nouvelle cohérence, enfin, un retour à la cohérence de l'ordonnance de 1945, qui avait été bien pensée, dont les principes demeurent d'actualité. Avec le primat de l'éducatif, avec la sanction proportionnée, la sévérité qui est nécessaire, mais la conscience aussi, l'éducation du jeune sur le sens de la sanction, veiller à l'exécution de cette sanction, spécialiser, assurer, veiller au parcours, voilà, traiter le jeune dans un parcours. C'est pour ça que nous introduisons la césure du procès pénal. Nous travaillons également sur le DPU, sur le dossier, le DUP, voilà, unique de personnalité. Donc voilà, tout ce travail est en cours. Et puis il y a quelque chose de plus lourd que l'on peut envisager, c'est un chantier plus lourd, nous en avons conscience, mais nous l'ouvrons aussi, c'est celui de ce qu'on peut appeler le code de l'enfant. Parce qu'il y a des demandes de regrouper toutes les dispositions qui concernent les enfants et les mineurs dans un même code. Ça n'est pas simple, parce qu'il y a des dispositions à caractère civil, à caractère pénal, de protection sociale. Bon, voilà, il y a toute une série de dispositions. C'est un travail plus lourd, auquel nous avons décidé de ne pas renoncer, parce que les tendances étaient au renoncement. J'y ai été sensibilisée dès ma prise de fonction. J'ai été refroidie par la série de consultations que j'ai ouvertes. Et puis finalement, je me suis dit, même si le dossier est lourd, même si je ne garantis pas que nous pourrons le mener à terme en 1 an ou en 2 ans, il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir. Le travail sera effectué et au moment où il aura bien mûri, ce code de l'enfant pourra être écrit définitivement.